veut également les meilleures conditions pour l'ensemble des combattants de l'UFC. Le contrat n'ayant pas été abouti, Francis Ngannou quitte l'UFC, il se concentre ou alors il décide de suivre sa première passion qui était la boxe anglaise et son premier combat à Riyad en Arabie Saoudite contre Fury en regard d'animal. Ce combat était exceptionnel et on a vu un Francis Ngannou déterminé qui a affronté le champion du monde, toute catégorie en boxe anglaise, et on a encore cette image du knockdown qu'il a infligé à Fury. Après le combat de Fury, Francis Ngannou ne résigne pas, il décide de continuer en affrontant un autre grand combattant de boxe anglaise à la personne de Anthony Joshua. Le combat était rude, mais on a encore ces images de Francis Ngannou au tapis, Francis Ngannou qui était balayé, Francis Ngannou qui a été frappé, qui a été mis KO par ce combattant-là. Mais après cela, il ne s'est pas résigné, il a continué à se battre. Francis Ngannou a néanmoins vécu des événements qui sont tristes. Alors, s'il y a eu l'étape de la boxe anglaise, il y a aussi la disparition des êtres chers dans la famille de Francis Ngannou. Effectivement, l'une des plus grosses désillusions, j'y arrive, de sa vie, c'est la perte de son fils. Il a mis du temps pour en parler et lors d'une sortie, il explique ce qu'il a ressenti. On regarde la vidéo. A life, I mean, surviving, but not the same. I don't think he will ever be the same. And I can't explain how in just 15 months, I mean, I still ask myself how in just 15 months, a kid or a person can take this much space and basically became you, to the point that when he's gone, you feel like you're missing too. Just 15 months. I mean, 2 years ago, he wasn't there, and I was living good. He came and he left. And I felt like, I don't know, it's a weird type of thing. Basically, like, after what I was saying earlier, like, my whole life was about to. Dans cet extrait, on voit un Francis Ngannou qui manque les mots. En résumé, il dit qu'il a perdu son fils qui n'avait que quelques mois, mais il a eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui. À un moment, il a eu l'impression de s'être perdu lui-même. On sait que c'est difficile, perdre un être cher. On peut comprendre aujourd'hui à travers cet extrait. C'est un entretien qu'il avait accordé à un média sur la plateforme des réseaux sociaux. Mais sauf qu'il y a eu cette perte, mais également par la suite, il y aura une famille qui connaîtra, on va dire, un drame après un accident dont Francis Ngannou serait impliqué. Effectivement, comme on dit chez nous en Afrique, un malheur ne vient jamais seul. À peine qu'il ait perdu son fils, essayant de se remettre, il a décidé de vivre au quotidien et lors d'une parade en moto, il a percuté une jeune dame qui malheureusement est passée de vie à trépas. Quelques jours plus tard, il explique dans une vidéo. Un jour ordinaire comme tous les autres jours, et je suis sur le boulevard, sur un boulevard, on est autour de 19h30 et j'avais fait déjà un peu sombre, pas trop. C'était une route à 3 voies et je vois quelqu'un commencer à la traverser et comme je l'ai vu, mais j'ai remarqué qu'elle ne m'a pas vu. Voilà, donc il était question qu'on allait se croiser, qu'on devait se croiser sur ma route à sa vitesse et à ma vitesse. Alors j'ai décidé de contourner. Seulement qu'à la dernière minute, elle s'est retournée et là, elle m'a vu. C'est là où il y a eu accident. Parce que j'étais presque passé et quand elle m'a vu, elle a paniqué, elle a fait ça. Et les un pas qu'elle aurait pu marquer, elle n'a pas marqué. C'est le moment où elle était là. Et je vois, mais que faire? Je suis en moto et je suis déjà comme ça. Et c'est comme ça où je la frappe avec le côté gauche de la moto. Elle est tombée, elle est passée sur mon épaule et elle est tombée. Je sais qu'il y a impact. Heureusement pour moi, je ne suis pas tombé, mais entre-temps, elle est tombée. Alors je me suis garé
Elle était sur la chaussée. Bon, sur le coup, j'ai pensé aller à la brigade qui était au poste à la brigade qui était à 200 mètres, 250 mètres. Ben bon, elle était sur la chaussée, tu vois. Et les premières secondes, les premières minutes après un accident, ça peut être crucial, même si c'était un truc banal. Donc, je garde la moto, je vais vers elle. En plus, il faisait un peu sombre. J'étais bien équipé, j'étais même pas reconnu. Et j'ai dû stopper un taxi, je l'ai mis dedans. Elle avait une facture quand même. C'est un Francis Ngannou doublement brisé qui s'exprimait au sujet de l'accident qu'il a vécu non loin de nos locaux. Malheureusement pour la jeune dame, elle est passée de vie à trépas. Francis Ngannou brisé, mais qui n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais baissé les bras en traversant toutes ces étapes assez difficiles. Il a décidé de renouer avec son amour, son sport et surtout se retrouver une fois de plus dans l'arène. Effectivement, Francis Ngannou, malgré les difficultés, comme on dit en Afrique, après la pluie vient le beau temps, a su se relever à travers un combat qu'il a opposé à un champion du monde brésilien, champion de PFL, qui détenait la ceinture de champion du monde. Alors, il a combattu à Riyad, en Arabie Saoudite. C'était pour lui un grand combat. On regarde la vidéo et on commente par la suite. Francis, congratulations, my friend. I can only imagine what's going through your mind. A month ago, I asked you if you got a win tonight, how you thought it would feel. You said that you could not even predict it. How does this moment feel to you right now? I don't know. I can't just think about anything than my son Kobe, you know. I only take this fight because of him. I wanted to fight for him. About that. And I'm done. So, I don't know. I hope they can remember his name, because without Kobe, we wouldn't be here tonight. I wouldn't have fight. But thank you everyone for coming. Francis Ngannou qui a battu Ferreira au combat et il a dédié cette victoire à son fils. On voit bien que le combattant est en larmes. Cette image illustre non seulement la faiblesse mentale, mais la nature même de l'homme. Francis Ngannou, un grand combattant, fort, qui a battu des colosses, mais qui est brisé mentalement par des événements de la vie. C'est un homme comme les autres, et son histoire aurait certainement inspiré l'Odyssée des temps modernes. On sait bien que Francis Ngannou a fait l'objet de plusieurs documentaires. Il a même apparu dans plusieurs films comme Fast and Furious. Il est en ce moment-ci au sommet de sa gloire, et on espère que ça durera longtemps. Merci. Merci Aston Yambé pour cette présentation. C'est concerne Francis Ngannou sous les projecteurs et avec toute cette lumière. Alors le professeur Joël Meyolo, c'est un Camerounais, un brillant Camerounais. C'est vrai aussi comme dans la vie de chaque être humain, il y a des épisodes difficiles, mais c'est le drapeau du Cameroun qui flotte quand on parle aujourd'hui de MMA, quand on sait que c'est un digne fils du pays. Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, je suis pas très fan de ce genre de sport. Mais c'est un je trouve Camerounais. un peu violent. Mais oui, mais c'est un Camerounais qui vend très bien l'image de son pays, un peu comme le font les footballeurs, comme le font tout le reste. Mais j'aimerais aussi que le même enthousiasme avec lequel les médias s'expriment au sujet des victoires sportives, et bien que vous venez dans nos universités et que vous vous intéressez aussi à ce que nous faisons aux champions que nous avons. Vous savez, il y a le plus grand mathématicien est un Camerounais, à Tangana. Il est venu au Cameroun, j'ai vu aucune chaîne sérieuse comme la vôtre le prendre. Je dis le plus grand mathématicien au monde est un Camerounais. Il est venu au Cameroun et c'était quelque chose à la limite d'anecdotique. Et donc je pense qu'il faut aussi, tout en saluant vraiment Ngannou, c'est la conséquence des efforts, c'est le fruit des efforts, d'un travail assidu et charné même. Mais je pense que pour une société comme la nôtre, qui a besoin de repères, oui, il y a des repères comme lui, il y a des repères, il y a les footballeurs.
et bien également les Camerounais qui sont les inventeurs dans le monde, qui font des prouesses extraordinaires dans le domaine de la science et qui mériteraient aussi qu'on fasse des vitrines sur eux. Non, mais je pense que très souvent les médias abordent tous ces sujets et vous parlez de ce Camerounais, je crois réellement, qui a eu plusieurs articles sur ce Camerounais. Mais on travaillait encore chez les voisins, je pense qu'on avait quand même arrêté un tout petit peu pour parler de ce Camerounais d'une manière ou d'une autre. Bon, on vous a compris sur la question, c'est pas grave. Raoul, sur la question, avant d'accueillir Cyril qui nous a rejoint déjà. Francis Ngannou, comme tous les êtres humains, des moments difficiles, des moments de victoire, mais le plus important, c'est de savoir qu'il est Camerounais, c'est le Cameroun qui gagne. Dans un environnement également, on a parfois dit qu'il n'y avait pas de sport mineur, il n'y avait pas de sport majeur. Voici un gars qui est parti de Batier et qui aujourd'hui permet à notre drapeau de flotter au sommet de son art, là. Déjà, félicitations à lui et à toute sa team. Comme vous l'avez dit, c'est le Cameroun, c'est la fierté de tout un continent aussi, toute l'Afrique. Maintenant, il faut s'assurer qu'il y ait une relève, parce que Francis commence à prendre de l'âge. Il commence à prendre de l'âge et je pense qu'il a une académie qui forme des sportifs comme lui. Donc, il ne faudrait pas qu'il, quand il va raccrocher, je ne sais pas comment on dit chez eux, je crois que dans le foot, on dit raccrocher les crampons. Tout à fait. Mais donc, quand il va prendre sa retraite, il faut qu'il y ait la relève. Il faut quand même qu'il transmette cet héritage parce que c'est quand même impressionnant ce qu'il arrive à réaliser malgré tous les moments difficiles qu'il a passés. Je sais qu'aujourd'hui, pour un rien au Cameroun, on peut être facilement divisé sur toutes ces questions politiques parce que j'ai été pris à partie en octobre dernier, je ne sais plus à quel mois là, lorsque Francis avait donné son point de vue par rapport à la politique. Bon, je vais estimer que quand l'élection est passée et que nous sommes dans des moments de tension, on n'a pas besoin, surtout quand on est Francis Ngannou, qu'on est un influenceur, on n'a pas vraiment besoin de remettre une couche, surtout qu'on était en train d'apaiser les tensions. Donc, quand un homme comme lui s'exprime sur une question politique, il prend une certaine orientation qui peut davantage révolter. Mais c'était son avis aussi sur la question. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais estimé que nous étions vers la fin d'une crise post-électorale et on n'avait pas besoin des personnes qui peuvent venir remettre le feu parce que, vous savez, il y a des gens qui ont perdu la vie, des gens qui ont perdu leurs biens. Tout à fait. Donc on avait besoin des gens pour plutôt porter un message de paix et les gens cherchaient chez qui s'accrocher. Si c'est Francis qui nous dit alors, Paul Biya, il mériterait de prendre sa retraite. Alors, donc, si c'est Francis qui le dit, ça peut de nouveau galvaniser les gens. C'était vraiment dans ce cadre-là, ce qui ne remet en rien pour sa performance, son talent, son parcours, son palmarès. Donc, j'ai voulu souligner ça pour dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Lorsque vous venez sur le terrain politique, sachez que peu importe le degré de votre légende, vous pouvez être traité comme un adversaire politique, comme un homme politique, et parfois on met de côté votre palmarès, votre parcours et tout. Donc, ça arrive très souvent que lorsque quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a un parcours brillant dans un domaine, se frotte avec des questions politiques, donne son avis, et qu'il soit pris à partie, et qu'on oublie un peu la légende qu'il peut être, c'est le cas parfois avec Samuel Eto'o, qu'on oublie. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je pense que, comme l'avait dit quelqu'un, tout est pardonné. On a repris chacun sa vie, et on avance énormément et on félicite encore Francis Ngannou pour son exploit. Armand Cole, on félicite Francis Ngannou pour son combat. Il a gagné par KO, c'était pas la première fois. Mais Francis aujourd'hui est présenté par certains comme un modèle. Mais parfois on oublie qu'il est parti du Cameroun dans des conditions difficiles. On les appelle très souvent des bourgeois, c'est-à-dire qu'on va en aventure. Et si Francis aujourd'hui est un modèle, est une réussite, on est en droit de s'interroger, ses compagnons de route, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Écoutez, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Chaque fois qu'on regarde les images de Francis Ngannou, on doit se réjouir parce qu'il fait flotter le drapeau tricolore, vert ou jaune. Vous l'avez vu à nouveau là, et vous savez le niveau de médiatisation de ces combats sur la place internationale. Et donc, chaque fois qu'il est sur le ring, eh bien, on doit se réjouir, mais chaque fois que Ngannou a un exploit comme celui-ci, les Camerounais doivent pleurer.
ils doivent pleurer parce que Nganou est la matrice de l'exemple même d'un pays qui liquide ses valeureux compatriotes. C'est pas un peu fort là? Liquider dans quel sens? Liquider dans le sens de ne pas leur donner l'opportunité qui doit être la leur. Et Francis Ngannou, vous l'avez déjà certainement écouté, il dit qu'au Cameroun, il y a plus fort que lui, il y a plus compétent, il y a plus talentueux que lui. Mais va savoir dans quelles conditions ceux qui rêvent d'un destin à la Francis Ngannou évoluent. Vous savez parfaitement qu'il y avait ici à Yaoundé le camp de l'unité, mais allez voir seulement les conditions dans lesquelles ces boxeurs s'entraînent. Non, ce que j'essaie d'expliquer simplement, c'est que nous sommes dans un pays où on vous dit chaque jour que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas résorber la question de l'emploi dans sa globalité. L'État n'est pas le pourvoyeur exclusif, sauf que c'est à l'État, pris comme pouvoir central, de jouer le rôle régalien qui est celui de mettre à disposition, d'abord de penser la politique, la politique, ensuite de mettre les moyens d'accompagnement. Si Francis Ngannou n'avait pas pris la mer, il n'a bénéficié d'aucun accompagnement du pouvoir qui le célèbre aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous sembliez penser que j'irais à contre-courant du professeur Meolo, que non. Sur cet aspect, je vous dis absolument non. Est-ce que vous savez que lors des universiades sur la place mondiale, je parle sous son contrôle, nos représentants partis de Polytech, pour la plupart, ont généralement été entre premier et deuxième. Je dis sur la place mondiale, les étudiants de Polytech. Mais je crois que vous savez au moins les conditions dans lesquelles ils étudient ici. Comme pour dire, et le pauvre a très bien fait d'évoquer cette question. Je rappelle quand même que le pauvre est chef de division de la coopération, si mes souvenirs sont exacts, au ministère de l'Enseignement supérieur. Ancien chef de service, comment? Recherche et coopération, vous avez bien dit recherche. Ancien chef cellule de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur, et vous connaissez le caractère transversal de la communication. Aujourd'hui, quand on questionne véritablement la place de l'université camerounaise seulement dans l'échiquier africain, je rappelle que nous ne faisons pas partie des 50, aucune université camerounaise ne fait partie des 50 meilleures universités africaines, c'est peu le dire. Alors, Christophe Mbia qui parcourt le monde, c'est à peu près le niveau de l'université ici en Guinée équatoriale. Ah non, Dieu seul sait. Moi, je ne laisse pas dire ça. Quand le professeur... Parce qu'en réalité... Ah oui, non, parce que est devenu aussi alors, parce qu'en réalité, si vous vous situez sur le ranking qui n'a rien à voir avec la performance de l'université, mais qui obéit à un certain nombre de critères. Moi, quand il y a toujours ce débat, je vous dis, montrez-moi 10 universités africaines qui mettent sur le marché mondial des étudiants plus performants que ceux du Cameroun. Mais je vous réponds C'était simplement. moi 10. Je vous réponds. C'était pas le sujet. C'était pas le sujet, mais je réponds. Pour vous dire que dans les plus grandes écoles au monde, dans les plus grandes universités au monde, les étudiants camerounais ou d'anciens étudiants camerounais sont des références. Alors, vraiment pour fermer, je ferme la parenthèse. L'intelligentsia est camerounaise. Je pense que le dieu de l'intelligence est camerounaise. Ah non, mais l'intelligence des Camerounais n'est pas symptomatique de la qualité de la formation. Je prends un petit exemple. On parle depuis des années de l'adéquation formation-emploi. Mais va savoir quel est le niveau d'adéquation qu'il y a à la formation et l'emploi. Mais c'était pas le sujet, vous avez bien fait de nous ramener à la question. Je reviens sur le cas Francis Ngannou. Chapeau bas à Francis Ngannou. C'est un self-made man qui a bravé tous les obstacles,
qui ne doit rien au Cameroun, si ce n'est le seul fait d'avoir des parents camerounais. Il a le drapeau camerounais parce que c'est le Hemley. On parle au Cameroun du Hemley. On parle du fighting spirit. Francis Ngannou se revendique camerounais. Et moi, ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est son humilité. Est-ce que vous savez combien de Francis Ngannou dans plusieurs disciplines sportives le Cameroun pouvait avoir si seulement ceux qui sont en charge d'implémenter la politique sportive ne se préoccupaient pas seulement des guéguerres entre clans. C'est de ça que j'ai envie de parler. Je dis chapeau bas à Francis Ngannou. Merci, il nous a rejoint, il est sur le plateau. Cyril Tchamba, bonsoir. Bonsoir Visley, bonsoir à tous les téléspectateurs et puis à mes valeureux panélistes. Vous avez retrouvé Armand Okol. Oui, bien sûr, c'est un ami. Mais là, on est en train de parler de Francis Ngannou. Oui. Vous, Francis Ngannou? Francis Ngannou, c'est un Camerounais qui fait bien ce qu'il a décidé de faire, c'est-à-dire qu'il est combattant de MMA et on ne peut que le féliciter pour la brillante victoire qu'il a eue ce week-end. Et je crois que l'ensemble des panélistes, en fait, les discussions qui ont cours démontrent bien que le cas de Francis Ngannou est un cas particulier, dans la mesure où c'est un self-made man qui s'est débrouillé par ses moyens, qui est allé se battre comme il peut et est revenu au Cameroun. Et puis ça pourrait peut-être apporter aussi au professeur une explication de ce que si l'université camerounaise produit de bons éléments, mais il faut dire que nous avons du mal à les exploiter localement. Ils sont obligés de partir pour faire éclore leur talent parce que notre université malheureusement ne donne pas les conditions adéquates à Idouane pour pouvoir, n'est-ce pas, être talentueux. Et à quelques diés de nos diplômés... Est-ce que c'est l'université qui crée l'écosystème autour qui doit absorber les talents? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, ce que je dis déjà à l'université, et je continue en disant que, et après, quand on est diplômé, où est-ce qu'on peut exprimer ce talent dans un pays où on sait le taux de chômage qui est le nôtre? Donc, je pense que ce sont des Camerounais qui bravent partout dans le monde, sur le plan académique, sur le plan scientifique, sur le plan du sport, qui ont besoin de faire des choses, de réaliser. D'ailleurs, Francis Ngannou réalise des choses au Cameroun malgré tout, qui ne sont pas toujours très bien accueillis par le pouvoir local qui voit d'un très mauvais œil, n'est-ce pas, cette diaspora qu'on a tendance à stigmatiser comme étant une diaspora casseuse d'ambassade, alors qu'il n'y a pas que ça. La grande majorité de notre diaspora... La grande majorité de notre diaspora, c'est une diaspora qui veut travailler au Cameroun, qui essaye de travailler au Cameroun et qui devrait être encouragée. Ce qu'on attend. Donc Francis Ngannou, parce que c'est Francis Ngannou, arrive à faire des choses, mais il y a des gens avec des moyens un peu moins importants que ceux de Francis Ngannou qui essayent de faire. Il faut peut-être regarder la question des visas, parce qu'il faut dire encore, il faut le rappeler, que les Camerounais ayant acquis une autre nationalité, pour venir au Cameroun, payent un visa de 100 000 francs pour pouvoir venir dans leur pays. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir et c'est un plaidoyer. Et les victoires des personnalités comme Francis Ngannou, ou d'ailleurs Samuel Eto'o, que je salue, sont un plaidoyer pour cette diaspora positive, cette diaspora de développement qui a besoin de revenir chez elle. Merci, on va écouter sur cette question. Parlons d'autre chose. Pourquoi vous fuyez la question? Parce que entre l'université, la diaspora et toutes les autres questions, mais monsieur Oye, on a pensé qu'il était utile de sachez que derrière chaque victoire d'un Camerounais se cache l'ensemble des aspirations des Camerounais. Francis Ngannou est un sportif, mais c'est un Camerounais qui vit dans une région, qui évolue dans un pays, qui investit dans ce pays. Quand le pays va mal, Francis Ngannou va mal. Vous ne pouvez pas être le seul champion d'un pays, vous êtes champion parce que vous représentez quelque chose. Donc je pense que si nous avons l'occasion de parler de Ngannou, comme de Atangana, le mathématicien, ce n'est pas seulement parce qu'on doit défendre le pays, non, c'est simplement parce qu'on doit se regarder et dire que voilà nos enfants qui prouvent est-ce que notre pays est encore bien outillé pour pouvoir leur apporter les conditions idoines pour qu'ils puissent prospérer depuis chez eux vers l'étranger et non d'aller là-bas bénéficier des infrastructures des autres pour revenir chez nous. Vous voyez, et encore quand ils reviennent, même avec ces victoires, est-ce qu'ils sont toujours bien accueillis? Gardez la parole, disons un petit mot rapide sur votre ouvrage, c'est cela, qui s'appelle Ni Messie, ni miracle. Pour parler de l'Afrique cette fois-ci. Ngannou c'est terminé, on parle plus de Ngannou, on va parler d'autre chose. Dites un mot quand même en ce qui concerne cet ouvrage. Écoutez, avant la chronique politique de Armand Okol. J'ai effectivement eu
cette idée d'écrire quelque chose sur la réflexion panafricaine, parce que depuis un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, c'est au bout du jour, c'est la mode, on voit beaucoup de choses sur le continent. Et quand j'ai fait une analyse de ce que nous avons toujours vécu depuis une cinquantaine d'années, je me suis dit, mais attention, ce n'est pas toujours nouveau. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui pour l'avenir? Et il m'est arrivé de penser que l'Afrique a besoin, n'est-ce pas, de penser ces structures, les structures qui permettent de construire l'avenir. Et je suis parti du plaidoyer que on a tendance, nous les Africains, à revenir à des projections sur des individus, d'où le titre ni Messie ni miracle. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui disent quand tel va faire le coup d'État ou bien quand tel prendra le pouvoir, c'est bon, il va nous sauver. On revient à des schémas, et je rappelle dans le livre que ces gens qui arrivent au pouvoir ne sont pas totalement différents, du moins par l'approche des gens comme Sassou Nguesso, et puis c'est Idi Amin Dada, qui étaient aussi des militaires avec un discours révolutionnaire marxiste, communistes d'ailleurs, et qui à la fin se sont avérés être des pieds tyrans pour leur pays. Donc il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention parce que je crois que Obama, l'ancien président américain, avait dit quelque chose qui a été mal perçu sur le continent africain parce qu'on n'aime pas ça. Ce qu'il avait dit, laissez-moi cette culture des hommes providentiels, construisez les institutions fortes, construisez des pays de droit, de liberté. Et c'est vrai que malheureusement, il avait été mal perçu. Pourtant, c'est cela qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, quand on regarde même notre pays, pour un cas, les gens parlent de tribalisme, de tout ça. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas confiance en nos institutions. Le jour où nous avons une justice claire, nous avons un système de fonctionnement économique clair, nous avons un système politique électoral clair, on aura simplement besoin de respecter les règles et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Or, chaque fois que on ne met pas en place des institutions, on revient sur les individus et sur les perceptions qu'on peut avoir des uns et des autres. Vous ne pouvez plus avoir une fortune à Yaoundé, on vous soupçonne d'être dans X machin, on peut pas vous dire, voilà ce monsieur, il a évolué dans tel domaine, il a bénéficié de telle possibilité, voilà pourquoi, par exemple, il fait fortune. On peut pas le dire, parce que notre système est un système qui prête de flanc à toute forme de fantasmagorie. Et l'Afrique se